Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai décidé de faire un audio public sur la mort du frère Toustari. Parce qu'en fait, j'ai vu à mon grand étonnement, je ne m'attendais pas en fait que mes posts sur le sujet, sur Twitter, ont été énormément aimés, retweetés, commentés, et que beaucoup de gens donc le connaissaient ou étaient attachés à lui. Et donc je me suis dit, c'est normal peut-être alors de parler de lui publiquement, puisque beaucoup de gens sont demandeurs en fait de mieux comprendre, etc., le personnage. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Moi, je parle en toute liberté, comme d'habitude. Ça veut dire en fait que je suis quelqu'un qui ne tient pas compte des pressions extérieures. Les gens vont me dire, dis ça mais pas ça, ou si tu en parles, on va croire que ceci, les autorités, je sais pas quoi. Bon, moi je dis ce que j'ai à dire. C'est toujours ma même politique en fait. Transparent. Bien sûr, je vais peut-être pas rentrer dans des détails privés que j'ai pas le droit d'exposer, comme on n'aimerait pas nous qu'on le fasse parfois. Ça c'est normal, ça fait partie du respect, surtout que le frère est décédé. Mais le témoignage que je vais faire est un témoignage libre de toute contrainte et qui est, je ne vais pas dire la vérité, parce que bon, qui suis-je, mais qui est proche de la vérité en fait. Voilà. Indépendamment de tout ce que les gens peuvent penser, imaginer, ou je ne sais quoi. C'est pas mon problème. Je l'ai déjà dit dans l'audio précédent. Les gens qui ont des pathologies mentales, et il y en a beaucoup de nos jours, hein, ils doivent se soigner, c'est tout. Moi, je peux rien dire d'autre, en fait. Hein. Et vous allez voir de qui je parle quand je dis ça. Je vais expliquer. Bon, ça sera un peu long, parce que c'est une longue histoire. C'est quand même une amitié de 15 ans. J'ai connu le frère en 2009. Évidemment, on s'est connus physiquement, on va dire, en vrai, dans la vraie vie, de 2009 à 2012. Alors c'est vrai, quand je dis 2009 à 2012, ça me paraît très court, mais en fait, on a tellement parlé, on s'est tellement vu, que ces 3 ans-là me paraissent être 30 ans, pour dire la vérité. Qui était Toustari ? Toustari, c'était sans doute le seul ami que j'ai eu dans ma vie. Et inversement, je pense avoir été son seul, pas ami, parce qu'il en a eu, mais le seul avec qui il pouvait être lui-même. Voilà. Avec moi, il pouvait être lui-même. C'est ça un ami, en fait. Un ami, c'est quand tu peux être toi-même, complètement, sans avoir peur des tabous, des mots qui blessent, des phrases qu'on n'a pas envie d'entendre, des rappels qui font mal. Là, ce n'est plus être un ami, ça devient être une connaissance. On choisit ses mots, on fait attention, toute une série de choses qu'on ne parle pas. Ici, je dis ami parce que c'était quelqu'un avec qui on parlait de tout et on se disait tout. Même parfois des choses blessantes ou des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre l'un et l'autre. C'est ça l'amitié, la vraie amitié. Et l'amitié aussi, c'est aussi se pardonner. C'est-à-dire, voilà, quand il y a eu quelque chose, on tourne la page. Parce qu'on est des amis. Et donc, on ne laisse pas un débat ou un malentendu s'imposer sur nous. Donc c'est vrai que quand j'en reparle et que je dis 3 ans, ça m'étonne parce qu'en fait, la relation, en fait, elle a été tellement riche, tellement d'heures à discuter que ces 3 ans, c'est comme peut-être 30 ans chez des gens normaux, entre guillemets. Bon, c'est vrai que je tiens à m'excuser auprès de certaines personnes de sa famille, etc. On a été un peu dans les excès.
C'est-à-dire qu'on parlait peut-être trop souvent. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être été excessif et que c'était pas juste non plus. On aurait dû être plus modéré. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Alors, pourquoi c'était mon ami? Parce qu'en fait, pas parce qu'il n'a pas de défaut, du tout. Pas parce que c'est un puits de science qui fait pas de péché ou je ne sais quoi, pas du tout. C'est un ami en fait parce que d'abord c'est quelqu'un, je répète, avec qui on pouvait être soi-même, totalement soi-même. Et ce qui est très rare de nos jours, qu'on soit musulman ou non, il avait une vraie culture générale. Il savait parler de beaucoup de choses. Géopolitique, musique, cinéma, jeux vidéo, religion, relations homme-femme, mariage, signe de la fin des temps, plein de choses. Donc pour moi, qui suis quelqu'un qui suis avide de nourrir mon esprit, c'était évidemment une espèce d'oasis où je pouvais me ressourcer et avoir des échanges enrichissants. Et croyez-moi que de nos jours, c'est rare. Quand j'ai dit c'est rare, c'est pas pour dire que tout le monde ne vaut rien ou je ne sais quoi, c'est pas ça. C'est que la société moderne ne produit plus de gens complets, en fait. Il y a des gens gentils, il y a des gens pieux, il y a des gens généreux, il y a des gens, comment je vais dire, intéressants, mais des gens complets, c'est-à-dire que c'est très rare, en fait. Et donc le frère Toustari était une personne rare. Et rare ne veut pas dire sans défaut. Les gens vont dire, ah, oui, on peut être, vous savez, il y a plein de gens qui sont géniaux sur plein d'aspects, mais ils sont pas, mais ils ont parfois des défauts et parfois des gros défauts. Moi, j'ai des gros défauts. Toustari avait des gros défauts, mais ça n'empêche pas que c'était une personnalité rare, intéressante et surtout aussi, j'ai oublié de dire, avec un aspect humoristique hors du commun. Il savait mettre de l'humour là où on voyait que du drame. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, ça explique pourquoi. Ça a été mon grand ami. Voilà, mon grand ami. D'abord, en vrai, dans la vraie vie, de 2009 à 2012. Et puis, évidemment, virtuellement. Mais bon, quand des gens s'entendent, ils n'ont pas besoin de se voir physiquement. Quand ils se parlent, c'est déjà une relation, en fait. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. C'est tellement... Donc c'est un personnage hors du commun. Et il était d'origine rif maghrébine. Mais la plupart des gens qui l'entouraient étaient des convertis. Parce qu'effectivement, il agissait, bon, pas sur tout, sur certaines habitudes, au niveau peut-être des relations homme-femme, il était plus maghrébin, mais sur beaucoup d'autres choses, il était très comme un converti. D'où aussi la possibilité d'avoir des échanges enrichissants, parce qu'on avait beaucoup de points en commun, de références culturelles, de films, de ceci, de cela. Et ça joue aussi, en fait. Et donc, je dis personnage exceptionnel, pourquoi? Parce que il est hors du commun, à tous les niveaux, en fait. Hors du commun, il est un des rares que je connaisse qui avait vraiment une famille très nombreuse, puisqu'il avait... bon, je ne sais pas, j'ai pas tenu les comptes, mais enfin, grosso modo, il a eu 7-8 enfants, plus 2, enfin, dernièrement, on va dire, plus tard. Donc, au final, ça fait presque une dizaine d'enfants. Environ, je crois, 3 garçons et 6 filles. Mais bon, qu'on m'excuse si je me trompe, hein, c'est plus ou moins ça, quoi.
Donc c'est quand même hors du commun, il faut avouer, c'est spécial. À gérer, vous imaginez, c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile. C'est pour ça aussi que je voudrais dire à sa famille, s'ils écoutent cet audio, il faut avoir beaucoup de miséricorde envers lui, s'il a fait l'une ou l'autre erreur. Parce que c'est quelqu'un, moi qui le connais intimement, je pense être quelqu'un qui le connaît le plus intimement de tout le monde, en fait. Il a eu un parcours difficile, hors du commun. Livré à lui-même, des mauvais entourages quand il était jeune, des grosses réformes pour se débarrasser de mauvaises habitudes, pression de l'entourage quand il a s'agi de revendre, de se débarrasser de riba. Il a été culpabilisé, montré du doigt, moqué, etc. Éduquer toutes ces filles dans un contexte européen, avec tout ce qu'on connaît au niveau, voilà, l'école, influence extérieure, musique, copine, téléphone. Bref, c'est quelqu'un qui a dû affronter des situations, depuis adolescent, très difficiles, où il a eu beaucoup de responsabilités. Alors que, je tiens à le dire, c'est pas spécialement un frère qui a une mentalité de leader. Donc c'est encore plus méritoire. Parce que c'est quelqu'un, selon moi, je parle sans tabou, qui est plutôt un suiveur. Quelqu'un qui est un petit peu, qui n'aime pas se mettre trop en avant. Quelqu'un qui est timide, qui est un peu... comment on l'appelle, qui n'a pas une grande estime de lui-même. Moi, je lui ai dit plein de fois, fais des audios. Il n'a pas voulu parce que, voilà, il me disait, j'ai pas une belle voix, je vais lasser les gens, je suis pas intéressant. J'ai dit, mais tu es fou, tu dis n'importe quoi. Mais donc, il n'avait pas une mentalité comme ça de mâle alpha, je me mets en avant. C'était quelqu'un d'un peu effacé, etc. Donc, il a encore plus de mérite d'avoir assumé les situations avec tous ses enfants, les conflits, Enfin, je passe mille et une anecdotes, en fait, qu'il a vécues. Il a vécu des choses difficiles à vivre psychologiquement. Voilà, je omets certains détails parce que ça ne regarde personne, en fait. C'est sa vie privée. Mais ce qui compte, c'est l'idée globale, en fait, qu'il y a derrière ça. Et alors, c'était un religieux, mais un religieux d'un genre spécial, en fait. Dans le sens que la religion était très importante pour lui. Et ça, c'est un point commun avec moi, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve là-dessus. La religion est très importante pour lui. Les trois quarts des discussions ramenaient à la religion. Une vraie préoccupation du jour du jugement, de tout ça. Mais en même temps, moi je suis dans le même cas, hein, donc voilà. Mais dans le même temps, un certain laxisme sur ce qu'on a, enfin, comment je vais dire, un certain laxisme sur certaines habitudes qu'on avait, ou certains points d'intérêt qu'on avait, qui font que on n'a peut-être pas consacré le temps, surtout quand on était plus jeune, le temps qu'il aurait fallu à la langue arabe, à certains aspects académiques de la religion, on va dire. Ça, c'est vrai. Lui et moi, on partageait un petit peu ce défaut-là, on va dire. C'est que comme on était intéressé par tout, comme on aimait discuter de tout, comme on était curieux, mais qu'en même temps, la vie te prend du temps, tes enfants, tes obligations, l'argent, les factures. On était des croyants pas assez investis au niveau académique et linguistique, voilà. Pour être vraiment franc et honnête avec vous et parler sans tabou, on avait un petit peu ce point en commun. Évidemment, comme tous les gens de ce genre-là, moi je suis dans le cas, donc je sais très bien, c'était un frère très incompris. Incompris des autorités, incompris de sa famille, incompris de ses amis. Incompris. Incompris parce que quand on n'est pas facilement classable, quand on est un petit peu comme ça, un couteau suisse, entre guillemets, tout le monde vous trouve trop ceci ou pas assez cela.
Ça, c'est le revers de la médaille, c'est le prix à payer. C'est qu'on semble ambigu, on semble bizarre, on semble pas clair, vous voyez. C'est le problème, en fait. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, bon, moi j'ai énormément souffert, avançons dans le temps, puisqu'en 2012, bon, faut rappeler le contexte de 2012. Moi j'aime bien rappeler les contextes, parce que les gens aiment bien parler des choses hors contexte. Et ça, c'est très énervant, en fait. En 2012, on voyait des massacres comme on voit aujourd'hui, en fait. À Gaza, des trucs, des morts, des veuves, des gens au secours, où sont les Arabes? Ya Allah, envoie-nous des sauveurs. Bon, c'était ça, 2012. Bon, faut pas oublier. Plus, la plupart des chefs d'État occidentaux, c'est-à-dire François Hollande, Obama, je ne sais plus qui était en place en Belgique, mais enfin bref, tout le monde était là. Oui, la résistance syrienne, oui, c'est scandaleux, Bachar doit être traduit devant le tribunal pénal, crime de guerre, il a utilisé du gaz sarin, Al-Routa, il a dépassé les lignes rouges. Bon, c'était vraiment, tout le monde était chauffé à blanc, d'accord? Médias y compris. Et voilà, à cette époque-là, il a décidé, il m'avait dit, sa motivation, il a décidé de partir là-bas. Et j'ai dit, mais Toustari, tu es déjà âgé, tu ne vas pas apporter grand-chose, tu as des problèmes de santé, pourquoi tu aimerais partir là-bas, etc. Il m'a dit, non, si je dois me défendre, je me défends, mais il dit, c'est pas pour ça que je veux partir. Je veux partir parce que j'aimerais finir mes jours dans un environnement islamique, où je n'ai plus tous ces trucs d'islamophobie, et les lois contre moi, et je peux pas ceci, je peux pas cela. Et là-bas, sans doute que tout le nord du pays sera gouverné par des musulmans, et j'aimerais bien finir ma vie dans un environnement islamique. Voilà ce qu'il a dit, ni plus ni moins. Alors il est parti, et bon, il est arrivé que le pays n'était pas encore sécurisé. Il y avait des bombardements, il y avait la guerre, puis il y avait la guerre des groupes entre musulmans, etc. Donc il a été un petit peu déçu, parce qu'il faut savoir que Toustari aussi, c'est quelqu'un qui est un petit peu naïf, idéaliste, comme tous les gens un peu sincères. C'est-à-dire, il ne voit pas toujours toutes les magouilles, les plans secrets des gens, voilà, plus sournois, plus terre-à-terre, plus vicieux, quoi. Et donc il s'est retrouvé là-dedans. Puis bon, une fois que tu t'y retrouves, t'es pris au piège. C'est-à-dire que tu dis, bon, tu dois faire attention à ce que tu fais, ce que tu dis, parce que sinon, tu te fais liquider, tout simplement. Donc tu dois jouer le jeu, en attendant de trouver une solution. Donc au bout de quelques mois, voire une année qu'il était là et qu'il a vu un peu tout ça, il a pris ses distances, il est parti en Turquie, etc. Et puis il s'est installé à la frontière turco-syrienne, dans l'extrême ouest, pour être loin des combats de groupe, des guerres, etc. Et il s'est installé là, et petit à petit, il a fait une maison à la campagne, il a eu des enfants, et puis il a vécu en fait normalement, comme un campagnard, on va dire, dans un pays moyennement pauvre. Et ici, c'était vraiment horripilant de voir les médias de le décrire en fait comme un, je sais pas quoi, un terroriste, un recruteur, un combattant de Daesh et compagnie. Du délire absolu en fait. Délire absolu parce que cette confusion, elle a duré très peu de temps au début, dans les premiers 2012-2013, le temps que le frère trouve un moyen de s'éloigner de ces gens, qu'il a après toujours combattu et condamné verbalement partout où on parlait de ce sujet. Il avait une détestation immense pour tous les musulmans qui s'octroient le droit de rentrer dans des mosquées avec des motos, les faire exploser. D'ailleurs, lui-même, une camionnette qu'il occupait avait été piégée par ces gens-là, Daesh et autres. Et il a changé de place avec quelqu'un d'autre, sinon c'était pour lui. Et il serait mort ou amputé, et c'est le siège avant qui a sauté. Donc voilà, vous voyez, je déteste en fait de nouveau la paresse intellectuelle. Ça, les médias occidentaux en sont pleins en fait.
ils voient une photo d'un homme avec une calache de 2012, ils extrapolent toute une histoire 12 ans plus tard. Ben, en 12 ans, les choses changent, les amis, les choses évoluent. Les gens ne savent pas toujours dans quoi ils s'embarquent, vous comprenez? Ben, de nouveau, voilà, on aime le vendre du papier, on aime les musulmans, évidemment, eux, ils embrayent, ouais, quoi, ils recrutaient, Syriens, machin. Voilà, les gens sont loin, loin, loin de la réalité. Très loin de la réalité. Bon, tout ça pour dire que dès 2014-2015, le frère, il a vécu à l'écart de tout ça, loin des combats, loin des groupes, dans la campagne profonde, à la frontière turco-syrienne. Et puis là, voilà, donc il venait dans les spaces, il vivait normalement, quoi. Il vivait normalement. Et je voulais dire ça parce que je vois déjà maintenant, depuis son décès, des médias qui recommencent, en fait. C'est quand même, faut pas être Einstein pour comprendre que des gens prennent des décisions de vie basées sur des idéaux, puis ils voient la réalité, ils s'en désavouent, et puis ils évoluent et ils changent. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Tu peux dire, voilà, je veux rentrer dans la police, je vais faire l'autorité, je vais empêcher le mal, je vais arrêter les malfaiteurs, puis tu rentres dans la police, tu vois de la corruption, tu vois du pistonnage, t'es déçu, puis tu démissionnes, par exemple. Les gens, voilà, les gens, ils ont des parcours. On va dire, ah ouais, il est policier. Non, il a été policier, il l'est plus. C'est comme ça dans la vie. Les choses sont pas immobiles, les choses sont en mouvement. Et ce serait bien pour les gens sincères de questionner les gens qui connaissent vraiment les sujets. Si le sujet Mohamed Chourou, c'est-à-dire Toustari, t'intéresse, adresse-toi aux gens qui le connaissent, genre moi. Tu vas t'adresser à qui sinon? À des médias tendancieux, à des photos, à des rumeurs, à des ragots stupides et malhonnêtes. Mais bon, ça on est habitué. Bon, c'était un frère aussi, comme je vous ai dit, comme il était très... il n'avait pas une grande opinion de sa personne. Il avait parfois des doutes qu'Allah lui pardonnerait ses péchés, ses manquements de quand il était jeune. Il était très tourmenté par tout ça, etc. Bon, moi j'essayais de quand même mettre en avant tout ce qu'il avait fait de bien. Il a fait beaucoup de choses bien. C'est le premier maghrébin de Bruxelles qui a accepté que sa fille épouse quelqu'un d'origine d'Afrique noire. À une époque où les gens laissent tomber, quoi. C'était le racisme, le truc. Je connais plein de frères, personnellement, qui sont métis ou noirs et n'arrivent pas à se marier. Parce que voilà, c'est ça la situation, sans tabou. Lui, il a été un des premiers qui a accepté, et sa fille, une de ses filles, est toujours mariée, encore aujourd'hui, à quelqu'un d'Afrique noire, d'originaire d'Afrique noire. Et voilà, donc il a été précurseur dans beaucoup de choses. Il a été éclaireur dans beaucoup de choses. Il n'a pas eu peur des critiques par rapport à ça, par rapport à ne pas garder une maison à Riba, par rapport au fait de partir en Syrie à l'époque. Il n'avait pas peur des critiques. Évidemment, les gens lui sont tombés dessus. Beaucoup de proches. Qu'est-ce que tu as? Tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, etc. Voilà. Donc il a fait des choix. C'était quelqu'un d'instruit, c'était quelqu'un de sincère. Mais, voilà, comme chacun d'entre nous, il a parfois été un petit peu abusé, trompé, par ses idéaux face à des gens qui, eux, sont des pragmatiques. Et vous savez, Toustari, c'est quelqu'un, jusqu'à la fin de sa vie, parce que l'âge ne rentre pas en compte là-dedans, qui avait une âme d'enfant. Toustari, c'était un enfant. Il s'émerveillait de tout, il s'attristait de tout. Il était très enfantin. Les gens le voient comme un vieux sage. Oui, il parlait dans Twitter, c'était un vieux sage. Ça, c'est une carapace. Dans le fond, en fait, Toustari, c'est un idéaliste, un enfant, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'empêcher, en fait, de mettre de l'art ou de l'humour dans tout. Alors, des fois, c'est un peu pesant, c'est vrai. Des fois, moi, je lui parlais de sujets graves. Et il dédramatisait. Vous voyez, donc, c'était une mentalité. Bon, des fois, c'est pesant, mais en général, ça égaye la vie aussi, quelqu'un comme ça, qui est un peu léger, qui dédramatise, etc.
Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore? C'était quelqu'un qui, qui avait des opinions propres, mais là c'est une différence avec moi. On a des points communs, on a des différences. Il avait du mal à aller contre la vie majoritaire. Je parle des musulmans pratiquants, hein, pas de ses voisins ou je ne sais qui. Bon. Et il avait du mal, en fait, parfois à s'affirmer. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aimait pas s'affirmer, qui était un petit peu effacé, qui suivait un petit peu, parfois, la tendance. Je veux dire, moi, par exemple, je suis quelqu'un, on l'a déjà vu dans des spaces, même si tout le monde est contre moi, et qu'on m'insulte, et qu'on me truc, et qu'on me menace, je défends ma position, quoi. Voilà. Quand je parle du Maroc, etc., j'accepte qu'on me dise raciste, qu'on me dise machin. Moi, j'accepte. Lui, il n'aimait pas ça. C'est-à-dire, il préférait éviter le conflit, il préférait ne pas faire de vagues. C'est un autre tempérament que moi. Plus diplomate, plus... Bah, le mot n'est pas hypocrite, mais enfin plus... c'est pas comment... Plus flou, voilà, plus flou. Tout, par souci d'éviter le conflit et de ne pas voilà, se retrouver montré du doigt par tel et tel gens, tel pays, tel groupement, etc. etc. Sauf, c'est vrai que c'est ça le comble en fait. C'est vrai que sur la question de Daesh, il était assez tranchant. Et ça me fait sourire quand je vois les médias occidentaux qui disent Daesh et tout, parce s'il y a un des points où il était contre, c'était contre eux. Parce qu'il vivait dans sa chair, en fait, des attentats et des crimes commis par ces gens envers des musulmans, sous prétexte qu'ils faisaient des accords avec la Turquie, ou qu'il fallait pas ceci avec la Turquie, ou... Voilà. Donc, là-dessus, oui, c'est vrai qu'il était pas... Il se méfiait beaucoup, en fait, de cette tendance. Il me mettait beaucoup en garde, parce que moi, j'étais un peu moins méfiant. Peut-être parce que, justement, j'ai pas vécu des choses dans ma chair, donc je vois ça de loin. Donc ça dépendait. Sur ce sujet-là, il était assez intraitable, mais sur d'autres, il essayait d'arrondir souvent les angles. Ou, fait partie du négatif, il faut dire le négatif, hein. Moi je suis pas ici pour vendre du rêve, hein. Quand il y avait une masse de gens qui avaient des critiques envers moi, même s'il me connaissait, qu'il était un ami intime, il avait tendance un peu comme ça à rejoindre, vous voyez, la vie populaire, à rester dans une zone grise, à pas vraiment prendre position. Ben bon, moi je n'en veux pas, parce que voilà, personne n'est parfait, à commencer par moi. Et chacun a ses faiblesses, chacun a ses défauts. Et on doit pardonner comme on aimerait être pardonné par Allah. Qui d'entre nous ici n'a pas des choses à se faire pardonner, n'a pas de faiblesse, n'a pas de manquement? Personne. Ok. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre dans la vie. C'est qu'on ne doit pas être d'accord sur tout pour se respecter et se fréquenter. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, et lui aussi, je pense, qu'on peut avoir une dispute grave sur un sujet avec quelqu'un, puis on passe à autre chose. Parce que peut-être sur d'autres choses, on n'est pas en désaccord. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord, ça arrive. Le drame de notre époque, c'est quand on n'est pas d'accord sur tout, on est mis dans la case mauvais. On est mis dans la case infréquentable. Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Non, ça c'est un manque de sagesse. Parce qu'on peut pas être... Moi et Toustarine, nous n'étions pas d'accord sur tout. On avait des points de divergence. Mais nous étions des amis intimes. Voilà. C'est ça qu'il faut aussi retenir dans vos vies. Oui, c'est quand même quelqu'un, malgré ce côté humble, ce côté effacé, qui s'est quand même souvent dressé contre la vie de proches qui ne voulaient pas qu'il fasse ceci ou qui ne voulaient pas qu'il fasse cela. Et quand il estimait que religieusement c'était important, ben il le faisait. Mais à nouveau, il y a un prix à payer. T'es isolé, les gens ont peur de te fréquenter, les gens t'accusent de wahhabisme, enfin vous connaissez la chanson.
Donc c'était en fait un espèce d'assemblage très particulier, Toustari, entre, je dirais, un artiste, un clown, un religieux, un autodidacte avec beaucoup de culture générale, qui pouvait rentrer dans la plupart des discussions sans être stupide, parce qu'il s'était abreuvé de milliers d'heures de documentaires, de débats, de dourous, de choses qu'il a assimilées. Et ça en faisait quelqu'un de particulier, vraiment. Personnellement, j'ai 51 ans maintenant, je n'ai pas rencontré une autre personne comme lui. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on est tous faits comme on est fait. J'ai rencontré beaucoup de gens bien, beaucoup de gens qui m'ont aidé, soutenu, tout ce que vous voulez. Mais les gens qui savent parler de tout, surtout, et avec qui tu peux être toi-même, sans porter des masques, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les gens, ils jugent. Les gens, ils extrapolent. Les gens, ils font des conclusions hâtives. Surtout à notre époque. On aime beaucoup faire des conclusions hâtives. Tu dis un truc, ah, t'es raciste. Tu dis un autre truc, ah, t'es fasciste. Tu dis autre chose, tu dis, ah, t'es un nazi. Ah, tu dis ça, tu dis, ah, t'es un soufi. Vous voyez, les gens vite te collent une étiquette. Alors que, voilà, les esprits libres, même s'ils sont musulmans, mais en fait, ils prennent le bien là où il est, et ils s'intéressent à tout. C'est ça. Et ça, c'est pas courant, en fait. Oui, je vous l'ai dit, s'il ne s'est pas plus exposé, il avait beaucoup de choses à apporter. Il aurait pu faire des audios, il aurait pu faire des lectures. Il avait commencé à faire de la lecture de Coran en français pour les francophones, etc. Il avait un manque de constance parce qu'il ne s'estimait pas légitime. Il avait très peur des critiques. Oui, ça, c'est un autre problème. Moi, j'ai pas peur des critiques. Lui, il avait très peur des critiques. Qu'on dise qui es-tu, quelle est ta taskia, comment oses-tu, t'as pas l'arabe. Oui, le couplet habituel des pharisiens des temps modernes. Alors ça l'a bloqué en fait. Ça l'a beaucoup bloqué. Il appréhendait en fait la vie des musulmans dits savants, qui évidemment ne se gênent jamais pour casser toutes les initiatives et pour pas proposer grand-chose en échange. Donc il n'avait pas ce côté frondeur que moi j'ai. Et je pense, voilà, je pense que ce qu'il disait souvent, il dit, moi dans ma vie, j'ai eu autant de coups de cœur, etc. Bon, je faisais partie des coups de cœur, mais il m'a jamais dit pourquoi. Mais en fait, je pense que il a bien aimé en moi ce côté-là que lui n'osait pas et que moi j'osais. Ce côté un peu provocateur, un peu jusqu'au boutiste sur certains sujets. Et donc pour lui, en fait, je représentais peut-être par certains aspects, pas tous, l'homme qu'il aurait voulu être. Et moi aussi, inversement, j'aurais bien aimé comme ça être plus avoir comme ça, enfin comme lui, une famille plus stable avec des enfants, puis être parti vivre dans un pays musulman. Voilà, on a eu des parcours différents et l'un et l'autre, on s'admirait pour des choses différentes et on se disputait pour certaines choses. C'est un peu ça qu'il faut retenir hein, dans tout ça, c'est l'aspect qu'il faut pas être comme ça ultra exigeant en amitié. Non, c'est déjà bien si vous pouvez être vous-même, si l'autre personne est capable de vous suivre dans toute une série de sujets, c'est déjà très très rare. Moi, en général, les gens que je connais ou que j'ai connus, c'est des gens en fait qui sont dans leur phobie personnelle. Ils sont dans des psychoses en fait. Et les gens qui sont dans des psychoses, ils veulent bien vous parler s'ils peuvent parler de leur psychose. Alors pour l'un, c'est j'arrive pas à me marier, les femmes d'aujourd'hui, c'est pas comme ma mère, moi en tout cas, je vais ramener une fille du bled, mais il faut pas que je la ramène ici, sinon elle va être abîmée. Bon, des psychoses, ils radotent tout le temps là-dessus. Bon, une demi-heure, une heure, ça va, après je suis fatigué. Après moi j'ai besoin de passer à autre chose, quoi.
Un autre qui va dire oui, parce que dans la langue arabe, il y a le H aspiré, et donc si tu dis tel mot, on peut toute la journée, vous voyez, la langue arabe, les mots, les mots, les mots. À la fin, tu dis bon, c'est intéressant, mais une demi-heure, une heure, quoi, pas non-stop, quoi. Et donc il y a plein de gens comme ça en fait, ils sont enfermés dans des trucs. Oui, mais alors les ablutions, il y a 3 types d'eau, et ce truc c'est très vital. Et quand tu veux parler de tawhid, de tarot, oui, mais arrête avec ça, tu vois. Les gens ils sont des psychoses, des phobies. Et lui, il n'était pas comme ça. C'est-à-dire lui, il pouvait parler de tout. Des fois de choses très banales. Des fois on parlait de nourriture, des fois on parlait de sport, des fois on parlait de cinéma. Des fois, on parlait de tel artiste qui était mort, son parcours. Plein, de tout, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir de Toustari, c'est le fait que c'était un des rares musulmans qui était véritablement quelqu'un avec une vraie culture générale et une capacité, un intérêt de parler de tout. Et moi, c'est ce que je retiendrai de lui. Bon, j'ai omis de dire, c'est quand même important, que c'est aussi mon beau-père, puisque je suis marié depuis 8 ans à une de ses filles. Il nous a toujours soutenus, écoutés, il a toujours fait des médiations dans les temps difficiles, etc., etc. Donc voilà, c'est plus qu'un ami. C'est un ami, c'est mon beau-père, puisque maintenant j'ai trois garçons, nos génétiques sont carrément mélangées, donc c'est une amitié qui va bien au-delà de toutes les limites, en fait. C'est une amitié profonde, très profonde. D'ailleurs, on avait coutume de dire, et lui me renvoyait la balle, évidemment, je disais, mais si tu ne me vois pas au bassin et tout, viens me chercher. Et lui me disait la même chose, il dit, non, non, toi, viens me chercher. Donc on s'est promis le jour des comptes que si on ne se voit pas, si l'un ou l'autre est en difficulté, ou il y a besoin de témoigner pour lui, ben on ira le chercher. Moi, je souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir une amitié comme ça. Ça apporte beaucoup dans la vie. Après, c'est vrai que je répète ce que j'ai dit au début, hein, on a été un peu excessif. Ça, j'avoue, au début, comme on était un peu comme ça, flashés l'un par l'autre, on parlait trop, on passait trop d'heures au téléphone. Ça, c'est pas... Ou en visite, il mangeait chez moi, je mangeais chez lui. Bon, ça, c'était un peu excessif. Mais bon, je répète, ce qui est fait est fait. Mais voilà, il ne faut pas non plus, parce que quelqu'un vous intéresse ou vous apporte des choses, tomber dans des excès. Il faut donner le droit à chacun, à vos enfants, à vous-même, à votre religion. Il ne faut pas se laisser envahir par une relation dans l'amitié. Et pour conclure, ce que je voudrais que les gens retiennent, en fait, c'est que c'est quelqu'un, je le dis haut et fort, que ça plaise ou non, hein, c'est pas mon problème, en fait. Il n'a jamais fait couler du sang innocent. Depuis maintenant 7-8 ans, il est à l'écart de toute zone de combat. Il n'a jamais appartenu de son plein gré, sauf quand il est arrivé, parce qu'il ne connaissait pas, il s'est retrouvé embarqué, etc. Puis dès qu'il a pu, il est parti. Il n'a jamais souscrit ou soutenu des groupes extrêmes ou qui commettent des actes injustes. Il s'est toujours tenu à l'écart et il n'a jamais voulu être mêlé à tout ça. Ça, moi je le dis, que ça plaise ou non, il faut que tout le monde l'entende, en fait. Les musulmans calomniateurs, les autorités, la police, les journalistes, ça c'est la vérité vraie. C'est tout. Moi je ne veux pas soutenir des mensonges. Maintenant, si les gens veulent se braquer sur ce qui est arrivé quand il a débarqué, la première année, il n'y a pas d'autre version que celle que je dis. Il a évolué, il a compris, il a vu, et à le début, il ne savait pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, c'est très important de défendre son honneur et de ne pas laisser que des gens, qui que ce soit, le salissent ou décrivent un personnage qui n'est pas lui. Parce qu'il est complètement en opposition à tout ce qu'on peut imaginer comme tortionnaire, extrémiste, tueur. Pas du tout. C'est un artiste, c'est un gars léger, c'est un gars très pacifique, c'est un gars à l'opposé de tout ça, en fait. À l'opposé. Et j'en témoigne devant Allah pour être une des seules personnes qu'il a vraiment, vraiment
bien connu de 2009 jusqu'à son décès. Alors son décès, voilà, pour conclure, il avait des douleurs à la poitrine et on pensait que c'était une veine qui était bouchée, etc. Et puis il a fait des biopsies. Et puis très vite, ça a dégénéré, en fait. Ça s'est aggravé. Et puis apparemment, c'était un cancer de l'estomac, du poumon, qui s'est propagé partout, en fait. Très très vite. Et en moins d'un mois d'hôpital, voilà, il est parti, quoi. Donc ce qu'on pensait au début être une simple opération de débouchage de veines à cause du cholestérol, ou ça s'est avéré être beaucoup plus grave. Donc il avait 59 ans. Il paye sans doute. Bon, il y a Qadar Allah, hein, parce que comme je l'ai dit, je disais ça à ma femme hier, il a vécu 12 ans dans un des pays les plus dangereux au monde. 12 ans. Et t'as des gens ici, ils vont à un mariage, ils rentrent le samedi soir, et un sou leur rentre dedans, ils sont morts, ou il y a le feu chez eux. Il y a le Qadar, tu vois. Tu peux être dans un endroit le plus sécurisant et tu vas quand même mourir. Et dans un endroit super dangereux, tu vas vivre 12 ans. Lui, il aimait bien dire on est venu ici pour vivre 6 mois, 1 an, et au final, on a vécu 12 ans. Seul Allah, il connaît le destin des gens, le parcours, où est-ce que tu vas mourir. Vous voyez, ça va au-delà de nous-mêmes, tout ça. Nous, on veut calculer, oui, mais ci, oui, mais ça, et l'argent. Et au final, en fait, tu contrôles pas grand-chose. Tu contrôles pas grand-chose. Ça fait partie ça fait partie de la foi, l'acceptation du destin, bon ou mauvais. Et quand on s'informe un peu sur le monde, les faits divers et tout, on réalise en fait que tu n'échapperas pas en fait à ton destin. Tu n'y échappes pas. Tu as des sursis. Tu peux avoir des sursis. Et le sursis, ça joue contre toi. Faut pas oublier ça. Beaucoup de gens, ils pensent qu'on a des sursis, c'est un avantage. Non, non, non. Quand tu as un sursis, ça joue contre toi. Parce que quand Allah abat le décret, vous voyez, c'est un peu comme une enquête policière, vous voyez, c'est la même chose. Des policiers, ils enquêtent sur toi, font un dossier, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis tout d'un coup, bouf, ils arrivent, perquisition, interrogatoire, juge, cachot, c'est fini. Et les gens, pendant 3-4 ans, quand il y avait une enquête sur eux, ils pensaient qu'ils étaient intelligents, ils étaient libres comme l'air, que c'était pas grave, etc., etc. Voilà, je vous laisse ici, pour pas être trop long non plus. Et n'oubliez pas le frère dans vos invocations, et surtout pas de mauvais soupçons, et ne relayez pas des fausses histoires qui ne sont pas la réalité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.